Ça commence. Oui, salut à vous, petit gros tentacule. Aujourd'hui, nous accueillons JB et un ami de JB que je voulais le présenter, mais JB m'a dit non, c'est moi qui fais, tu te tais. Donc voilà, je vais fermer ma bouche. JB va donc vous présenter son pote, vous présenter le sujet, vous présenter son coup de gueule, puis après, on va enfin attaquer Planescape parce que c'est un peu le titre de la vidéo. Donc je me tais. Bonjour Benjamin. Et hop. Et Benoît. Voilà, donc alors, dans l'ordre, présenter la personne qui est avec moi. Donc Benjamin, c'est un joueur de ma table de jeu de rôle et c'est aussi, donc accessoirement, donc on est les deux fans de DD5, les deux utilisateurs de DD5, donc on alterne le rôle joueur MJ sur la table, hein. Donc voilà, et pour parler de Planescape, il était important qu'il soit là pour bien trois raisons. La première, c'est que j'ai pas acheté le supplément, donc je l'ai lu en lui tapant le sien. Donc voilà, donc je ne pouvais pas ne pas l'inviter. La deuxième, c'est que comme c'est mon MJ, c'est lui qui va masteriser la campagne Planescape, donc j'ai pas eu le droit de la lire, donc je n'ai pu lire, voilà, que les deux tiers de l'ouvrage, donc je peux pas vous faire un retour complet. Lui, il peut. Et la troisième, c'est que c'est un fin connaisseur de Planescape, si, puisqu'il a tout le matos. Non, c'est ça. Non, non, c'est un très très gros tentacule. Et voilà, il a tout le matos à DD, et l'autre il se marre. Il a tout le matos à DD à la maison, il connaît très bien Planescape, il connaît très bien la cinquième, c'est une pointure sur le sujet, mais si. Et c'est quelqu'un surtout qui parle de l'édition la cinquième en ayant beaucoup joué, puisque je pense que tu as fait jouer quasi toutes les campagnes du commerce ou un bon Non, paquet. tu exagères. Non, non, en paquet, ouais, j'en ai fait jouer pas mal. Dans les grosses, il m'en manque. J'ai fait jouer les boîtes, j'ai fait jouer Strad, Heist, Out of the Abyss. Bon, aussi, j'en ai fait jouer pas mal, mais il m'en manque. Voilà, donc c'est un vrai lecteur pratiquant de la cinquième et pas un commentateur qui a joué deux fois et qui va ensuite vous expliquer comment fonctionne l'édition. Et ça me paraît important. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on avait dit? Le coup de gueule. Oui, le coup de gueule. Donc, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, il y a quelques jours de ça, on a eu l'annonce que Hasbro allait faire des licenciements massifs dans toute sa chaîne, toute sa structure de méga corporation cyberpunk. Donc, ce qui veut dire que ça a viré en masse dans le département jouet, mais ça a viré aussi en masse chez Wizard of the Coast, alors que c'est la seule structure économiquement saine de la boîte. Donc, on a vraiment la seule partie d'Hasbro qui a fait des bénéfices vraiment intéressants, qui a vraiment bien performé, c'est quand même retrouvé à devoir licencier plein de monde à 4 jours de Noël, enfin j'exagère un peu, à 2 semaines de Noël, dans une ambiance festive, conviviale et bon enfant. Donc, ça veut dire que 2023, c'est l'année en janvier de la tentative de Poupouche sur l'OGL et en décembre du licenciement des gens de Wizard of the Coast qui n'avaient rien demandé, qui faisaient du beau boulot. À titre personnel, ça a tendance à m'agacer très fort, vraiment très très fort. Je trouve que ça fait beaucoup pour une même année. Et donc, c'est avec grand regret que j'annonce à la communauté rôliste que je ne ferai plus de critiques de produits DD5 sur la chaîne Vieux Geek parce que vraiment, j'en ai ras le cul. Donc, celle-là, sur Planescape, Benoît l'avait annoncé, donc on vous la devait, donc on va la faire bien, mais moi, en ce qui me concerne, maintenant, DD5, je leur fais plus de pub, parce qu'une critique, c'est une pub, hein, même si la critique est médiocre. Et voilà, j'ai plus du tout envie de soutenir une boîte. Je dis pas ça pour Wizard of the Coast, mais vraiment pour Hasbro. Et le fait est qu'on voit bien avec cette histoire de licenciement, c'est que les deux structures, même si c'est pas exactement les mêmes, elles sont liées, hein. Donc, ce qui fait que même les gens de chez Wizard peuvent avoir les meilleures intentions du monde, faire du bon boulot et se faire dégager comme des merdes pour qu'un bilan comptable puisse avoir de la gueule à la fin de l'année. Donc voilà, moi je ferai plus de critique cinquième, donc cette critique Planescape, ce sera la dernière et on va essayer de vous la faire bien. Voilà. On se Ah, retrouvera sur. Pardon, Benjamin. Ouais, dans les licenciements de Wizards, je tenais à dire qu'ils ont entre autres dégagé Brie Ice. C'est un nom qui ne veut pas dire grand-chose à grand monde, mais c'est une des directrices artistiques qui travaillait depuis le début de la cinquième, puisqu'elle est créditée sur Lost Mine of Phandelver déjà, donc ça remonte. Et ceux qui me connaissent savent que je voue un culte sans borne à la directrice artistique qui s'appelle Kate Irwin, qui a fait toute la gamme qu'on a fait ce qu'elle est, quoi. Et j'avais bon espoir que ce soit Brie Ice qui la remplace, parce que Kate, visiblement, ne bosse plus sur la cinquième, enfin, plus sur les livres, et ce ne sera pas elle non plus.
C'est bien dommage, et c'est une grave erreur, je pense, de leur part, parce qu'elle était douée. Pour me faire l'avocat du diable, il me semble de toute façon qu'Hasbro, là, cette année, ils ont eu des chiffres de merde, quoi. Donc oui, ils se rattrapent sur le jeu de rôle, quoi. Ah, mais je pense qu'ils n'ont pas vu dans le détail à aucun moment. De toute façon, ils ont demandé, vous nous dégraissez tant de personnes, et puis ils ont fait ça selon des critères qu'on ne connaît absolument pas. Et ça sert à rien d'essayer de chercher pourquoi. Moi, j'ai juste regardé un peu dans les noms et j'ai vu elle, j'étais désespéré. Il y a Dan Dillon aussi, qui est un bon game designer. Et dégager un bon game designer à 6 mois de la sortie de leur nouveau PHB, je veux dire, sur le papier, ça n'a aucun sens. Hein. Donc, je pense que c'est vain d'essayer essayer de trouver une raison. Voilà, c'est bien malheureux, c'est tout. Bah écoute, de toute façon, c'est votre droit. Hop, donc on parlera plus avec JB de DD. Après, bon, il repassera de toute façon pour le Barbarian of Lemuria. Et puis j'essaierai de t'inviter pour d'autres trucs. Ça en a déjà un petit peu parlé, mais je vais arrêter de m'avancer avant que les choses soient faites. Et puis voilà. Donc maintenant, et si on rentrait dans le truc sympathique de la vidéo, si on rentrait dans Planescape, qui c'est qui Ouais. commence? Déjà, Planescape, c'est quoi la boîte? Pour tous ceux qui n'ont pas eu la boîte, il y a quoi dedans? Il y a combien de livrets? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Vas-y, Benjamin. Alors, c'est une boîte qui va être à peu près l'équivalent de la première boîte Planescape de 93 pour les connaisseurs. Donc, c'est un coffret dans lequel vous allez retrouver 3 livres, parce que livret, ce serait trompeur, c'est quand même des livres cartonnés, 96 pages, 64 pages, je crois. Je l'ai plus en tête, c'est JB qui a mon coffret. Plus un écran. Voilà. Sert à quelque chose, montre les ouvrages. Plus un écran. Donc ça fait en gros voilà, l'équivalent d'un 256 pages bien tassé et d'un écran, le tout séparé en un livre pour le maître, un bestiaire que JB nous montre en ce moment, et une campagne dont on va pas mal parler, surtout que JB l'a pas lu, donc enfin je vais pouvoir en placer une. Une campagne, voilà, niveau 3 à X. Et donc, pourquoi j'ai parlé de la première vieille boîte? Parce que je pense que ça a été le modèle. C'est conçu à peu près de la même façon, si ce n'est que voilà, ils ont décidé de mettre une campagne plutôt que plein d'autres trucs, bien sûr. Mais ça, je pense que c'est lié à leur nouvelle façon de faire. Ils ont dû estimer à un moment qu'ils avaient fait des erreurs avec certains livres de setting qui sont excellents par ailleurs, mais qui n'avaient pas du tout de scénario, pas du tout de campagne et qui n'ont pas été beaucoup joués pour cette raison, moi, à mon avis. Et donc maintenant, ils mettent des campagnes avec. Moi, je suis assez fan de ça. J'aime bien le concept. Donc, une nouvelle forme, le background plus une campagne avec. C'est ça. Et sur le background qui a été un peu décrié comme il est un petit peu vide, et que je sais que vous allez faire ouais, mais il y a l'Under Sigil, donc allez-y les gars. Qu'est-ce que vous en avez pensé du lore, du retirage? Ah, si, un truc, il y a plus le vocabulaire spécifique, et Le ça, temps. même si vous avez aimé, c'est un manque. Alors, j'y vais, JB, tu me laisses, tu vas y aller en premier. Alors, Il sourit. déjà, je vais sur le Kant, avant d'oublier. Il y a toujours, en fait, hein, mais beaucoup moins en avant que ce qu'il était, parce qu'en fait, il faut dire à nos, comment on dit, téléspectateurs, abonnés, viewers, je sais plus. Bref, à ceux qui regardent, que la Planescape version AD&D 2 était écrite complètement in-universe, c'est-à-dire la présentation était comme si c'était quelqu'un de l'univers de Planescape qui nous racontait Planescape. C'est un truc qui se fait plus trop de nos jours, mais bon, c'était fait comme ça. Et ils en avaient profité pour créer un espèce de langage. Alors bon, non, c'est beaucoup dire. Hein. Ils avaient tout un vocabulaire spécifique pour tout un tas de choses, donc les fameux Leatherhead et les fameux Burke et les fameux Dark et tout ça. Et tous les suppléments Planescape de la deuxième édition étaient écrits comme ça, avec ce Kant super présent. Moi, à mon avis, trop présent. Mais bon, c'est question de goût. Moi, je trouve que c'était un peu lourdin, surtout qu'il y a des expressions qui sont assez longues. Par exemple, pour dire to kill, tuer, il disait to write your name in the dead book, écrire ton nom dans le livre des morts. Quand on fait du donge, ça devient vite lourd. Mais
Et là, comme déjà, c'est pas écrit in universe, c'est écrit comme on te présente le jeu que tu vas faire jouer à tes joueurs et tout. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout, on prétend pas qu'on est dans le monde. On dit vite fait dans le livre du maître, enfin dans le livre de l'or, il y a un petit langage spécifique à Sigil, ok. Et en effet, on n'en dit pas plus. Il y a quand même 2-3 mots qui sont repris à droite à gauche un peu discrètement sans qu'on le sache trop. En revanche, dans l'aventure, le premier gars qu'on rencontre dans la ville de Sigil, qu'on croise, il a droit à son petit bloc de paragraphes de voilà ce que vous allez lire aux joueurs, et c'est 100% le count de Sigil sur 5 lignes. Genre, on vous l'envoie tout, comme ça, hop, 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 c'est bon, on passe à autre chose. Donc il y a quand même, ils le renient pas, je veux dire, mais ils l'utilisent pas pour présenter leur truc. Et si tu le connais pas, et si tu n'as pas les autres vieux bouquins, ce sera difficile de l'avoir. Parce que j'ai demandé, il n'y a pas d'endroit, petit lexique, une demi-page avec. Ouais, bon. C'est un peu dommage. Ça fait partie des trucs qui sont. Moi, c'était pas ma priorité, je dois avouer. Mais je comprends que ceux qui y sont attachés, ouais, non, ça, ils l'ont pas. Bon, ils l'ont ailleurs, hein. Ils l'ont dans les vieux, quoi. Et dans ta priorité, c'était quoi, justement? Ah, c'est une bonne question, tiens. Maintenant que j'y pense, je réfléchis. Ma priorité, c'était de pouvoir jouer facilement à Planescape avec la 5e. Pour ça, j'ai besoin. En fait, le lore, tu sais quoi, j'ai pris plaisir à le lire, le livre, je le trouve bien fait. Mais en fait, je savais à peu près tout déjà, à quelques exceptions près, on y reviendra, parce qu'ils ont quand même changé 2-3 trucs. Donc, il me fallait surtout un bestiaire bien fichu. Moi, je trouve qu'il est bien fichu, le bestiaire, je l'aime bien. La campagne, ça, c'était vraiment cerise sur le gâteau. Parce que, pour le coup, les campagnes de l'époque, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve pas très bonnes dans l'ensemble, voire mauvaises. Et là, c'est cool d'en avoir une que je trouve vraiment pas mal. Ok, donc la campagne est bien. Mm. JB, tu as un truc à dire ou tu continues à faire le pot de fleurs? J'aime bien faire le pot de fleurs, ça change. Qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, moi, la campagne, je ne l'ai pas lu, donc je peux pas dire. Par rapport au Kant, il me semble, je voudrais pas dire de conneries, que de toute manière, en fait, c'était déjà une référence en amont, puisqu'en fait, historiquement, le voleur, une de ses capacités de classe, c'est la capacité à discuter en Kant, en langage des voleurs, et qu'ils étaient partis sur l'idée dans Planescape que ce Kant était le langage, en fait, de la ville. Tout à fait. Et là, ils ont changé un truc que pour le coup, je trouve intéressant. C'est qu'ils ont dégagé ce côté, on va prendre un micro-bout de langage et dire, tiens, c'est Sigil, le centre du multivers, qui est à l'origine de ce langage, puisque maintenant, il est très clairement, je ne sais plus si c'est dit directement ou sous-entendu, mais en tout cas que c'est le commun qui est né à Sigil maintenant dans la nouvelle boîte. Ouais, Voilà tout à pourquoi fait. le commun est répandu dans tous les plans et tout, c'est parce que c'est le langage de Sigil à la base, du centre du multivers. Ouais, moi j'aime bien Pas les extraterrestres par l'américain. Merci. C'est ça, c'est pour ça que les extraterrestres parlent américain, Ouais. exactement. Mais j'aime bien tu disais le centre du multivers et tu as mis des guillemets tout de suite. Moi, j'aime bien la façon dont ils définissent dans le bouquin. Ils disent Sigil, c'est the backstage of reality. Et je trouve que Ouais, c'est ça des parle coulisses en beaucoup fait. plus que le centre. En gros, c'est les coulisses du multivers. C'est Et ce que tu vois bien dans les illustrations, je trouve, parce qu'il n'y a pas un côté centre, un espèce de truc qui serait complètement démesuré, mais il y a un côté très refermé, parce qu'il y a toujours le truc sur les ruelles et sur la forme très particulière de la ville, et donc il y a vraiment un côté coulisses, il y a un côté ouaté un petit peu, moi que j'aime bien. Ouais, et on peut même aller plus loin dans cette idée. Alors moi, le terme des coulisses, en effet, c'est ça, c'est la machinerie derrière, en fait, avec les poulies, les machins, les trucs qui tournent. Et il y a un truc aussi qui était déjà présent dans la vieille édition pour le coup, mais là où ils en remettent une jolie couche, c'est que c'est aussi comme le rift au centre de l'océan, vous savez, qui dégueule son magma et enfin, qui forme la croûte terrestre, en fait. Il y a cette idée avec toutes les villes qui sont autour de Sigil sont en fait la matière de tous les plans elles vont se faire avaler les unes après les autres dans tous les autres plans et en fait elles vont nourrir comme ça tous les plans extérieurs sont nourris des Outlands et de Sigil qui envoient les idées les villes portails qu'elles créent autour d'elles, qui les envoient dans les plans pour constituer ensuite ce qui va être petit à petit toute la matière des plans. Ça, je trouve ça assez chouette comme idée. C'était déjà présent dans la deuxième. Ok. Et donc, dans ce qui n'était pas présent, les nouveautés, qu'est-ce qu'on a droit avec cette 5E?
Alors, moi, je vais peut-être justement prendre ce créneau-là pour intervenir, pour donner mon retour à moi sur le bouquin, avant de vous laisser entre spécialistes, parce qu'il faut préciser que je ne suis pas un grand connaisseur de Planescape, c'est pas un setting que je connais bien. Donc, j'ai lu les deux bouquins, donc Le Bestiaire et le Gazetteer, on va dire, avec vraiment un œil peut-être plus neuf que le vôtre, moins à la recherche de vieilles références et tout ça. Moi, ce que j'ai trouvé dans les deux tiers de la boîte, donc dans ces deux bouquins-là, plus l'écran, plus la carte et tout ça, l'impression que j'ai eue, c'est vraiment celle d'un excellent kit de démarrage. Alors, il y a excellent dedans parce que je trouve que sur la forme, c'est très bien fait. Notamment, il y a une vraie maîtrise formelle de la diffusion des informations. Chaque quartier de la ville est entre 4 et 6 pages. Chaque petite ville des Outlands est sur une double page. Le bestiaire est très maîtrisé, notamment avec le retour à la fin du bestiaire de ce que tous les MJ de la 5e ont adoré, à savoir voilà, les pages de PNJ génériques, donc, qui sont des gens des factions. Chaque faction est présentée sur une demi-page en une colonne. Il y a vraiment un aspect synthétique. Dans chaque Outland, tu as 4 accroches de scénar, tu as un certain nombre de tables de rencontres, un certain nombre de tables d'amorces de scénar. J'ai trouvé, enfin moi mon ressenti, c'est con, encore une fois je vais revenir dessus, mais c'est vraiment l'impression d'avoir lu le kit d'un démarrage d'un jeu beaucoup plus vaste. Et le kit, je l'ai trouvé très bien, mais je pense que justement cet aspect kit de démarrage est lié aussi au problème fondamental. Et c'est là où moi je vais faire le vieux con, c'est que je ne comprends pas le fait de sortir Planescape sans avoir sorti un manuel des plans avant. Pour moi, les deux fonctionnent. Et c'est intéressant d'avoir Planescape quant à le manuel des plans. Alors j'imagine que le manuel des plans va arriver après, parce que vu la façon dont il parle de Planescape, c'est une gamme qui, en tout cas, va avoir du suivi, je pense. Il va y avoir quelque chose qui va arriver derrière. Mais en l'état, j'ai vraiment eu l'impression qu'on me proposait la découverte de quelque chose. Il y a plein de pistes, il y a plein de trucs à exploiter si on est un MJ avec un peu de bouteille, mais c'est vrai que j'ai eu un côté trop peu, notamment parce que je n'ai pas lu la campagne, et je pense que c'est le problème fondamental, c'est qu'en fait le kit s'articule autour de la campagne, parce que on a moins, il y aura, je pense, beaucoup plus un aspect clé en main quand tu as une campagne prête à jouer qui va avec, donc c'est là-dessus où Benjamin va embrayer, et aussi parce que certains des pitchs, des micro-scénars proposés sont assez peu inspirés. On sent que là, pour le coup, il y avait un côté formule, il fallait qu'on vous propose 20-25 pitchs. Il y en a certains, c'était vraiment pas la peine de les écrire. Ce sont des évidences. Mais en dehors de ça, donc, avec un œil neuf, donc de quelqu'un qui ne connaît pas bien Planescape, j'ai trouvé que c'était un produit assez maîtrisé. Et le jeu s'est fait dézinguer par les vieux grognards qui ont souvent estimé que on ne respectait pas le lore précédent, mais parce que c'est une première pierre. Et vraiment, là, pour le coup, moi, on en revient à ce qu'on disait sur l'intervention sur le Big B, c'est qu'on s'adresse à un public de débutants. Un public, on veut leur faire découvrir ce que c'est que Planescape. Et de ce point de vue-là, à partir du moment où on intègre qu'il y aura probablement du suivi, je trouve que c'est un bon produit de démarrage. C'est une bonne première marche si on a un guide des plans à la Von Richter qu'ils ont fait pour Ravenloft, quoi. Ouais, mais tu as déjà un petit peu de la matière des plans dans le guide du maître, mais c'est vraiment survolé. Et avec les Outlands, il y a moyen de... Ouais, bah, vas-y. Oui, pardon. Non, fini, j'enchaînerai ensuite. Ouais. Avec les Outlands, il y a moyen de faire quelque chose, puisque chaque ville des Outlands est en fait un micro-plan, une sorte j'ai envie de dire, d'introduction au grand plan qui va lui correspondre. On a quand même quelques campagnes planaires, puisqu'on a Descent into Avernus pour les enfers. On a celle qui se passe dans le Feywild, je vais y arriver, le Carnaval de Sorcelune en français. Donc, on a quand même un peu de matos. Bon, il y a probablement de quoi faire, mais c'est vrai que pour moi, ça tiendra ses promesses s'il y a du suivi derrière. J'enchaîne alors. Je suis complètement d'accord avec JB sur pas mal de trucs. C'est un kit de démarrage, c'est sûr. Si tu as toute la gamme Planescape de la deuxième édition,
Ah bah t'auras pas tout là-dedans, c'est sûr. Il va y avoir beaucoup de choses qui manquent, mais bon, c'est juste une première boîte. Moi, j'ai moins besoin d'un manuel des plans que ça, par contre, parce que bon, il y a déjà un petit peu dans le guide du maître, il y a un peu dans le Mordenkainen aussi, sur toute la partie Blood War. Et je pense que moi, c'est le seul truc qui est important vraiment au Ouais, mais niveau. Le Mordenkainen, faut pas oublier qu'il est plus édité. Ouais, tu as raison. Non, mais moi, je l'ai. Alors, débrouillez-vous maintenant. Bon, il doit pouvoir se trouver encore, non, dans le commerce, non? Je sais Non. pas. Moi, je le vois encore dans les boutiques en France, hein. Allez-y, achetez-le avant qu'il n'y soit plus. Parce qu'il y a un bout sur la guerre sanglante, la Blood War, qui est, je pense, le seul vrai truc important pour jouer dans les plans dans Sigil. Parce que, à part ça, il n'y a jamais eu grand-chose sur les plans extérieurs. Enfin, si, il y a les grosses boîtes, ouais. Mais c'est pas ça, c'était pas dans le manuel des plans non plus, je veux dire. Enfin, le côté connaissance générique sur les plans, je suis pas sûr qu'on en ait vraiment si besoin que ça. Si on me fait, moi, tu vois, un livre sur Pandemonium et un livre sur Achéron et un livre sur Elysium et tout, je serais ravi. Et là, ce sera chouette et ça reprendra un peu ce qu'ils ont fait dans la deuxième édition, à savoir, dans la deuxième édition, il faut voir qu'ils avaient fait d'abord une première boîte Planescape introductive qui est rigoureusement équivalente à celle qu'on a là, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas non plus grand-chose sur les plans. Et ensuite, ils ont fait les plans de la loi, les plans du chaos, les plans de la neutralité, les plans. Enfin, et si tu voulais avoir toute la gamme, c'était, bah, je sais, je l'ai, tu t'en avais pour. C'était un sacré budget, c'était 1 mètre linéaire sur tes étagères, c'est pas le même délire. Donc ça, et donc la quantité de connaissances de l'or que ça apportait et de plans et de villes et de machins, c'est sûr que là, tu vas pas la retrouver. Donc c'est pour ça, il y a un côté, c'est très très rapide ce qu'on a là par rapport à la masse qu'il y avait. Et c'est, comme disait JB, un peu formulaïque, comme disent les Anglais. C'est-à-dire, c'est fait... oui, les tables d'accroche de scénar pour chaque truc, on sent bien qu'il fallait remplir cette petite case dans le tableau Excel et puis des fois on s'est un peu forcé quoi. Vas-y JB, pardon. Ouais, juste pour revenir sur le manuel des plans, le truc c'est que moi je le garde en mémoire. Alors je sais que c'est une édition qui est souvent décriée, mais ce qui avait été fait sur la quatrième, et notamment le manuel des plans quatrième qui était épaulé par 2 manuels des plans secondaires qui étaient donc le chaos élémentaire et la mer astrale, donc qui fonctionnait en triptyque en fait avec le. Et moi j'avais adoré le manuel des plans quatrième, j'avais trouvé que c'était un très bon bouquin et qui permettait de présenter finalement, c'était pas un truc super épais, c'était pas un magnum Mais, opus. mais la cosmologie quatrième, elle est. Je veux pas faire de division de tête comme ça compliquée, mais il y a beaucoup moins de plans en quatrième Oui, édition. mais parce que c'était un des objectifs de game design de la Ouais, quatrième, c'est de ouais. simplifier la Et c'était cosmologie. bien Mais vu. moi, je préfère, alors là, attention, là, je vais me faire lapider la gueule, je préfère la cosmologie de la quatrième à la cosmologie traditionnelle de Mais DD. tu fais pas Planescape avec la cosmologie quatrième. Enfin, en tout cas, tu fais pas Planescape. Sigil est dans la quatrième, hein. Ouais. Sigil est dans la quatrième. Et pas Planescape. Tu fais Sigil, mais tu fais pas Planescape. Et là, ils ont voulu faire Planescape. Ça se voit avec les villes des plans. Et enfin bref, et j'enchaîne sur le truc. Moi, mon avis, avec cette boîte, si tu connais pas du tout Planescape, tu vas adorer. Enfin, je pense que c'est vraiment un produit qui va te donner envie de faire des trucs dedans. Je pense que tu vas avoir de la matière, peut-être pas assez sur certains trucs, mais là, ça, c'est un peu le principe, c'est que tu vas en vouloir plus et ils vont en sortir plus et tu vas acheter plus, hein. Je pense que tu as quand même de Là, la quoi matière qui t'est donnée, j'essaie d'être synthétique. Ouais. La matière qui t'est donnée, en fait, elle est faite pour articuler ta campagne. Elle n'est pas faite pour te donner une boîte de base de maîtrise d'un univers que tu vas pouvoir tout jouer tout seul. De maîtrise d'un univers, peut-être pas, mais si, franchement, dans la boîte de base, à part la campagne que tu vas jouer, il y a une campagne infinie aussi. Je veux dire, tu peux jouer vraiment très très longtemps avec ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est que tu vas tomber sur des trucs où bah, va falloir que tu développes tout seul, mais bon, ça, c'est un peu je veux dire, le jeu de rôle, on est un peu habitué, normalement, on sait faire. Et il y a plein de graines partout, et il y a plein de choses. Et là, pour le coup, je vais mettre ma casquette j'ai lu les vieux suppléments. Ils n'ont pas repris la boîte de base pour en refaire quelque chose. Ils ont vraiment repris la totalité des suppléments qu'ils ont condensés dans une boîte de base, si tu veux. Donc, tu as vraiment. Waouh, tu sens que c'est dense, quoi. Il y a des persos qui viennent de. Il y a plein de PNJ qui viennent de Uncage.
Il y a plein de choses qui viennent de toutes les boîtes qu'ils ont sorties. Donc vous allez retrouver, pour les grands amateurs, vous allez retrouver vraiment des petites perles, mais alors sorties du 4e scénario de Tales of the Infinite Staircase. Enfin, c'est vraiment, les mecs connaissaient très très bien leur gamme et ils ont fait une sélection et une synthèse donc qui est un peu hardcore par moment, qui est vraiment un peu rapide par moment parce que c'était gros. Mais ouais, si, il y en a sous la pédale. Si tu es prêt à inventer tout de suite à partir de ça, tu vas bien t'amuser. Et si tu en veux plus, je pense qu'ils vont t'en donner plus. Ou alors, tu as les PDF en ligne sur DriveThru. Hein, D'ailleurs, parce que le fait que tu mentionnes Tales of Infinite Staircase, en fait, je réfléchis, mais ils ont déjà fait l'annonce pour 2024. Il y a un recueil de scénarios. West of the Infinite Staircase, ils disent. Alors, je sais pas si ça va être comme ils ont fait avec Yawning Portal, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont remettre au goût du jour le scénario de Tales ou est-ce qu'ils vont en refaire d'autres sur le même concept? Moi, je préférais qu'ils en fassent d'autres personnellement parce que ils sont, pour le coup, c'est les meilleurs scénarios, je pense, de Planescape, ceux qui sont dans Tales of the Infinite Staircase, mais il y a moyen d'améliorer ça encore toujours quand même. Ouais, mais donc en tout cas pour ce qui est de l'annonce de la suite, c'est même plus une supputation de notre part, c'est factuel. Il y a une suite. Ouais, carrément. Et donc voilà, tu as cette énorme densité de lore qui était très très condensée. Je pense que c'est frustrant pour ceux qui connaissent vraiment tout, parce que tu vois, ils vont te citer, je sais pas, ils vont te citer Fell le tatoueur, tu vois, je sais pas si tu vois qui c'est, Benoît, c'est dans les Uncaged. Et tu fais waouh, waouh, et tout. Puis bien sûr, bah, ils te disent Kathleen sur Fail, quoi. Ils te disent bah, il y a un Dabu qui est rejeté et que tu peux trouver dans les bas quartiers et qui te fait des tatouages qui sont réputés magiques. Moi, ça, j'ai un scénario déjà avec lui, tu vois. Mais en vrai, Fail, je le connais de Uncaged. Il a belle double page avec plein de trucs, machin, machin. Il est repris dans Planescape Torment, le jeu vidéo. Et ils reprennent aussi beaucoup de Planescape Torment aussi pour les amateurs. Ça a été très présent. Enfin bref, ils se sont pas contentés, si tu veux, du minimum vital. Ça n'a pas été paresseux, ça c'est sûr. Ils ont vraiment pris toute la gamme et ils ont dit bon, qu'est-ce qu'on garde là-dedans? Pour certains, ça va être trop peu. Je pense que si tu as tous les suppléments de la deuxième et que tu es super à l'aise avec la technique et que tu vas pouvoir regarder un stat block de deuxième édition et faire bah oui, ça bien sûr, ça fait paf paf paf, et hop, et aboutir à un Strum pour la 5e en 2 secondes, t'as pas vraiment besoin, à part si tu veux vraiment la campagne. Mais bon, là, acheter une campagne à 70 balles, ça commence à faire un peu cher la campagne. Mais pour tous les autres, en particulier si tu découvres ou si tu n'as pas tous les suppléments Planescape, si tu te dis oh, tiens, oui, j'avais joué dans le temps, c'était pas mal, voyons voir, si tu as juste quelques notions et que vraiment, je pense que c'est une belle boîte, moi. Et qu'il y aura moyen non seulement de jouer la campagne qui est proposée, mais bon, ça, c'est toujours un peu hit or miss, les campagnes, ça plaît pas tout le monde, mais aussi il y a un monde là-dedans, hein. Il est là, on le voit sans problème. Je suis d'accord. À la lecture, même si tous les pitchs de scénar sont pas aussi inspirés, enfin même si en gardant qu'un tiers, en exploitant le tiers des pitchs de scénar où il y a vraiment un truc à faire, en exploitant quelques PNJ, moi il y a quelques idées que j'ai trouvées vraiment très drôles, qui fonctionnaient vraiment très bien, il y a de quoi faire. Par contre, en dehors de la campagne, que je n'ai pas lue donc, rien n'est clé en main. Donc à un moment, il va falloir bosser pour articuler un pitch de scénar autour de ce qu'on t'a... Voilà. Et combler les trous. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc si je dois résumer avant qu'on attaque la campagne, la boîte de base va pouvoir décevoir les vieux grognards qui connaissent tout par cœur, qui s'en sortent bien avec les adaptations. Par contre, elle est parfaite pour les nouveaux joueurs qui découvrent du Planescape. Pour les anciens joueurs qui ne s'étaient pas mis à Planescape, et ce qui est évident, c'est que si tu es un vieux et que tu veux t'y mettre en disant bon bah c'est le début, puis au moins j'ai une campagne, faudra taper dans les suppléments si tu veux retrouver du sel et puis du gros morceau. Ouais, du tissu conjonctif, ouais. Ouais, deux choses. À minima, si par rapport à la dernière catégorie que tu décris, je pense que le plus sage, si tu veux, tu es un vieux roublard et que tu veux mettre le pied dans Planescape, à mon sens, actuellement, c'est effectivement d'acheter cette version 5e, d'attendre ce qui va sortir l'année prochaine, parce que si ça se trouve, avec le matos qui va arriver dans le recueil de scénario, il y aura déjà beaucoup de choses à faire. Et éventuellement, si tu veux combler les trous, aller sur DriveThru pour te faire imprimer en print on demand les anciens suppléments. Mais ça, c'est vraiment
attends de voir, parce que voilà, sur Drive-Thru, si tu veux imprimer, récupérer les vieux trucs, et tu auras des choses qui techniquement seront complètement dépassées, donc tu auras quand même un ratio signe utile, argent dépensé qui ne sera pas forcément optimum. Mais c'est vrai que l'option existe. Pour revenir sur le vieux qui est passé à côté de Planescape, parce que je m'inclus dans le lot, moi je suis un vieux qui suis passé à côté de Planescape, je n'achèterai pas la boîte. Outre le fait que Hasbro m'emmerde et que actuellement j'ai plus envie d'investir dans du jeu de rôle de façon générale. Pourquoi? Parce que j'ai Ravnica. Et en fait, pour moi, les deux propositions sont antagonistes. C'est-à-dire que, oui, dans un monde merveilleux, tu pourrais mettre les deux cités dans le même univers, mais en fait, elles font double emploi. On va appeler un chat un chat. J'ai déjà Ravnica et à choisir, je préfère Ravnica pour une raison toute simple, c'est que les guildes de Ravnica me sont beaucoup plus intuitives que les factions de Planescape. Je vois tout de suite ce que je peux faire avec les guildes de Ravnica. Les factions de Planescape, c'est un peu complexe parce qu'il y a toujours ce côté philosophique par rapport à l'existence des dieux et des machins. Oui, c'est un peu compliqué pour toi, JB, je comprends. Voilà, tu sais, il me reste 2 neurones, faut savoir. Il y en a un dont large. je me sers pour marcher. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je préfère Ravnica est pour moi beaucoup plus facile de prise en main que Planescape. Ouais, bon, moi je choisirais Planescape à choisir les deux, mais c'est vraiment, je vais pas me battre là-dessus, surtout avec JB, je veux dire. Ah oui, non, mais on Voilà. convainc pas un âne, hein, laisse tomber, quoi. Moi je trouve Planescape, et ça pour le coup, ça a été conservé, c'est un ton, une tonalité qui est très très différente de celle de Ravnica et qui est pas tellement présente dans les autres univers de fantasy. C'est entre l'humour noir et le réalisme crado. Enfin, vraiment, il y a un créneau que je trouve, enfin, c'est très identifié. Enfin, JB disait pas que ça l'était pas d'ailleurs, et même c'est vrai qu'il y a deux propositions bien distinctes. Moi, celle de Sigil m'a toujours vraiment botté. Euh, à tel point, par exemple, moi, ce que je regrette, si je devais vraiment regretter un truc dans cette nouvelle édition, moi, c'est que la deuxième avait été faite intégralement, quasiment à 100% avec un seul illustrateur et sur une seule proposition graphique, propre à cette boîte, propre à Planescape, à cette ligne, pas à la gamme deuxième édition, juste à Planescape. Et là, bah, c'est la formule habituelle, c'est la maquette cinquième avec les petites adaptations qu'ils font pour chaque livre, mais qui sont faits à peu près de la même façon. Il y a plein d'illustrateurs, c'est très beau, c'est très bien fait et tout, mais il n'y a pas il y a pas un angle comme ça aussi précis, il n'y a pas une vision artistique aussi nette et aussi tranchée qu'il y avait dans la deuxième édition avec Tony Literlizzi au dessin et tout ça. Oui. Juste pour revenir sur l'opposition entre les deux villes, parce qu'on parle d'esthétique et justement c'est important. Non, non, mais il ricane l'autre, le mec avec ses cheveux blancs là. Droit d'or, t'es lubie. Ouais. Non, non, mais un point qui est intéressant justement par rapport à l'esthétique, la différence fondamentale entre les deux villes, c'est que même si Ravnica est une cité de ultra high fantasy avec la technologie, la technomagie, des monstres partout, ça reste une cité humaine, même s'il y a des centaures, des machins, des mutants, tout ce que tu veux. Planescape, c'est une cité, et littéralement, il faut regarder la table des rencontres à Planescape. Statistiquement, tu dois avoir 5% de chance de croiser un humain. C'est une cité des monstres, Planescape. Ouais, c'est C'est une une cité cité où planaire. toutes tes rencontres vont être des créatures surnaturelles. Et en fait, pour moi, ça franchit ce petit gap qui, spontanément, m'évoque plus, et là, il y en a un qui va riconner parce que j'ai déjà dit 20 fois, qui m'évoque plus Guardian of the Galaxy ou même Star Wars que du Medfan. C'est-à-dire que tu as vraiment le côté. Oui, ça c'est vrai. Sigil, c'est la cantina. C'est quand tu rentres dans la cantina, tu vois tout, c'est ça, Sigil. Et en fait, moi, c'est un truc esthétiquement, qui me plaît pas forcément. Ouais, C'est un bon, des moi, trucs qui accroche, quoi. Enfin, pardon. ouais, moi, c'est ce que tu allais dire, Benoît. Moi, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que moi, c'est ça que je cherche en fait dans Planescape. C'est toujours ça qui m'a plu. Ça a toujours été. Planescape, c'est quasiment, c'est vers les derniers contextes qui sortent avec la deuxième. Et c'est, bon, les gars, ça fait 25 ans que vous jouez à l'Heroic Fantasy humano-centré. Ah bah, paf, ouais, en fait. Moi, pour moi, ça me botte beaucoup plus. Et pour le coup, parce que j'ai souvent joué des humains en plus à Planescape, bah, t'es le petit machin faible et discret qui doit montrer patte blanche partout. Ça, moi, je trouve ça pas mal.
t'es plus facilement poussé à jouer l'underdog, en fait, à Sigil. Ouais, mais pour moi, le truc, c'est que quand tout est bizarre, rien ne l'est. Je sais pas Mais si c'est tu... pas fait pour être bizarre. Bah si, c'est quand même une cité qui est censée être étrange. Il y a des trucs qui sont volontairement, tu as des crânes parlants, tu as, Ah bah oui. plein de choses qui sont Mais censées c'est te ça qui titiller un petit peu. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est pas la population. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas croiser un Balor au bar que c'est bizarre. Ouais, mais pour moi, ça réduit la mystique potentielle du truc. Alors, je sais que c'est Oui, quelque chose qui est mystique, lié oui. au jeu à haut niveau. Mais Mm. fondamentalement, enfin, tu vois, moi, j'aime bien le DD très archétypal, je l'ai dit 20 fois sur la chaîne. Moi, précisément, quand tu peux croiser un Balor au bar, donc littéralement, tu croises le Balrog, hein. Tu croises l'ombre et la flamme de Khazad Dûm au bar et le mec est en train de se prendre un cocktail. Tu gagnes quelque chose, justement dans cette veine un petit peu humoristique, presque Monty Pythonesque. Guardian of the Galaxy, ouais. Ouais, voilà. Mais par contre, tu perds le fait que, putain, c'est un Balor. Le truc, t'es pas censé le croiser. Mais tu vas les croiser, ça, ces petits kiffs, ces petits waouh, je suis devant un truc dingue, c'est avec d'autres choses que tu les auras. On peut en parler Oui. avec la campagne si vous voulez, justement. Ouais. Ah bah, allons-y. La campagne, autant là, sur la Je boîte. t'en fascine parce que c'est ma chaîne sur le sujet d'avant. Je suis dans le camp de Benjamin. Puis ça rejoint même le réalisme, au sens, mais du coup, oui, ça démystifie. Mais il y a tellement dans la cosmologie des déesses depuis la deuxième, des centaines d'espèces intelligentes, machin, et on voit tout le temps que les Oui. humains, t'as l'impression qu'ils vont tous vivre sous des cailloux et sous des ponts. Et en fait, bah non, là, t'es sur une ville qui est véritablement cosmopolite. C'est un peu comme New York, quoi. Ils Ouais, mais non. existent, ils ont le droit de vivre et ils sont là. Non, non. Ravnica, c'est comme New York. Sigil, c'est encore une fois, faut voir la table des rencontres. Je pense que Il veut avoir le tout est dernier mot. résumé dans la table des rencontres. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est tu es censé, sur tous les plans du multivers de DD, tous, l'humanité, parce que c'est un jeu écrit par des humains, l'humanité est la force dominante à peu de choses près. Et là, tu arrives dans le backstage of reality, et en fait, il n'y a plus d'humains. Alors, enfin, ou quasi pas. Et en fait, mais vraiment, faut voir la table des rencontres. En fait, l'humain est devenu le monstre errant. C'est celui que t'as pas de chance quand tu tombes dessus. T'as un humain. Et quand tu tombes dessus, c'est un archimage. Et en fait, pour moi, il y a un souci là-dedans dans le sens où si, en tant que meneur de jeu, je dois jouer tous ces personnages non humains, au final, puisqu'ils s'en sont tous, je vais tous les jouer comme des humains. Et en fait, il y aura le côté masque en latex qui va être de plus en plus visible dans le fait qu'en fait, il n'y aura pas de différence. Parce qu'à un moment, je ne vais pas pouvoir réinventer mon roleplay sur chaque putain de PNJ parce qu'à chaque fois, c'est un monstre planaire, si tu veux. Et en fait, je trouve que Je vous ai perdu. le ratio est pas bon là-dessus. On m'aurait fait une table des rencontres avec 50% de rencontres humaines et 50% de rencontres monstrueuses, pas de problème. Mais là, tu peux pas faire un pas sans tomber sur un Efrit ou sur un Guide Zeraï. Et pour moi, c'est trop, c'est too much. Mais c'est pas gravissime. On s'interdit de lui répondre, comme ça tu peux présenter la campagne, parce que On lui sinon laisse dans le une dernier heure on est mot. On lui encore laisse là. le dernier mot, ça Ouais, vaut toujours mieux. ouais, on est d'accord. Bah, je t'en prie, Benjamin, présente la campagne. Bon, t'as compris, JB, d'accord. Pour la campagne, alors donc je disais autant que je rejoins JB et certains commentateurs sur le fait que le bouquin de lore, il est très bien et très synthétique. Moi, je le trouve bien fait et tout, mais il n'est pas très, et ce que je disais avant sur l'esthétique, il n'est pas très tranché. Il n'a pas pris une ligne risquée, quoi. Il est plutôt safe. La campagne, non, c'est le contraire. Il y a des partis pris vraiment très très forts qu'on n'avait jamais vu dans une campagne de donjon jusqu'à présent, quoi. Alors, malheureusement, je vais pas pouvoir spoiler beaucoup, parce qu'en plus, il y en a un qui va peut-être la jouer, ouais. Non, mais même je vais pas spoiler pour ceux qui regardent. Mais voilà, sachez-le, il y a d'entrée de jeu déjà, normalement le MJ, si vous la fait jouer correctement, va vous demander de créer plusieurs persos par exemple. Mais, mais pas n'importe comment, c'est-à-dire plusieurs persos dont sur chacun des persos, il faut qu'il y ait un point commun. Il faut qu'il y ait quelque chose qui relie tous les persos que vous allez créer. Et donc c'est pour une très bonne raison qu'ils font faire ça aux joueurs. C'est une campagne pardon, dont la progression n'est pas linéaire.
Je pense que c'est la première fois qu'ils font ça. C'est une campagne qui est vraiment pensée avec la boîte. Et ça, je pense que c'est aussi à peu près la première fois qu'ils font ça, en fait, ce qui paraît bizarre à dire, parce que ça paraît un peu évident, mais en fait, est-ce qu'il y avait déjà eu une campagne de Donge faite pour accompagner un setting aussi, de manière aussi parallèle? Spelljammer, qu'ils ont fait juste avant. Oui, sauf qu'il y avait quasiment pas de setting dans Spelljammer. Ouais. Mais Strad, par Mais sinon, exemple, c'est le ils ont modèle, oui. utilisé une sorte de campagne, mais qui a quand même pas mal de lore avec pour jouer en Barovia. Ouais, Je non, sais ça, pas. ils ont toujours fait des campagnes qui te servaient de template ensuite pour des univers, et Strad par exemple, ou même, enfin, je veux dire, les Royaumes oubliés, finalement, le guide des Royaumes oubliés, tu n'en as pas du tout besoin en cinquième, tu prends les campagnes et puis tu as les Royaumes oubliés, tu vois. Mais là, c'est pas c'est pas le cas, c'est-à-dire que là, c'est vraiment un parallèle entre ton livre de setting et ta campagne, et les deux s'alimentent, les deux se renforcent. Bon, bref, peu importe si ça a déjà été fait, mais en tout cas, moi, c'est une façon de faire que j'apprécie pas mal. Et là, ils l'ont vraiment fait comme ça. C'est-à-dire que c'est une campagne et c'est un guide touristique à la fois, quoi. Et c'est, on va faire passer les joueurs par tous les coins qu'on a trouvé cool, les petits nouveaux coins qu'on a introduits dans le setting que vous connaissiez pas, même les anciens. À chaque... Under Sigil. Under Sigil, Under- alors, on n'a pas parlé, ouais, tu voulais qu'on en parle. Le, Bon, deux mots. un des trucs qu'ils introduisent qui n'était pas présent en deuxième édition, c'est qu'il y a des souterrains à Sigil. Il y a un Under Sigil qui a une fonction en plus directe dans la ville, et ça, je trouve ça assez chouette. Pendant longtemps, puis ça, tout est lié en fait, parce que pendant longtemps, donc, Sigil s'est présenté avec les fameuses factions dont JB a parlé, on n'a pas détaillé le truc, mais peut-être que vous connaissez. Il y a 16 factions, autant que de plans extérieurs autour de Sigil, qui se disputent pas vraiment la direction de la ville, parce que la direction de la ville, c'est Notre-Dame des Souffrances, mais disons la philosophie générale de la ville, et qui essaie de l'imposer le plus possible autour d'eux, parce qu'en imposant en imposant une philosophie particulière à Sigil, on l'impose au reste des plans, en fait. C'est ça l'idée. Et pendant longtemps, ça a été figé, ces factions. Il y avait les 16 qui étaient décrits dans les boîtes, et c'était pareil et tout. Ils ont fait éclater ça avec la dernière campagne, qui est peut-être un des derniers suppléments de la deuxième édition jamais sorti, qui s'appelle Faction Wars, les guerres de factions. Mais alors, ils reprennent pas exactement ce qu'ils avaient fait avec Faction Wars, c'est-à-dire qu'il y a quelques changements qui sont introduits dans cette campagne qui sont éjectés, il y a quelques changements qui sont repris, donc les factions bougent par rapport à ce qu'on avait dans la boîte de la deuxième édition. Et surtout, ils disent, mais en fait, les factions, c'est pas rigide. En fait, ça va, ça vient, c'est un jeu de puissance, c'est un jeu politique, et les philosophies s'imposent, et puis elles chutent, et puis ça bascule. Et celles qui disparaissent, ou celles qui ne sont pas encore apparues, qui sont encore trop faibles, elles sont Under Sigil. Tout le sous-sol de la ville, c'est les idées bouillonnantes et les idées déchues, euh, qui sont toutes les plus bizarres, plus baroques les unes que les autres, parce que justement, elles ne s'imposent pas, c'est toujours des trucs un peu particuliers et tout. Et ça, je trouve que c'est une très très bonne idée. Et dans la campagne, on rencontre une de ces factions complètement chelou. Alors pour le coup, je la trouve trop chelou. Moi, je l'ai trouvé super rigolote. Oui, non, mais c'est rigolo, mais bon, ça peut très bien marcher. Je suis sûr qu'il y a plein de tables sur lesquelles cette rencontre va super bien se passer. Ça va être un des trucs, ah, tu te souviens quand, machin. Il y en a d'autres, ça fait moins sérieux quand même. Mais moi, pour moi, ça participe du côté pince sans rire de Sigil, justement le côté Oui, un peu oui, humoristique de la ville. ouais. Mais bien sûr, toujours dans l'humour et dans cet humour-là, tout particulièrement, c'est toujours vraiment il faut arriver à une espèce d'équilibre parfait entre le drôle, l'étrange, l'intrigant et le machin. Et moi, pour moi, là, c'est un peu c'est un peu Oui, il y bancal, a un mais côté clownesque. Il y a un côté ouais, clownesque, c'est c'est sûr. ça. Moi, ça, c'est moi. Mais donc, voilà, pour dire qu'il y a dans la campagne, ils font venir les PJ dans ce petit nouvel élément de setting qu'ils avaient présenté, ils te le mettent en image, ils te l'illustrent, voilà comment on peut le faire, tu as toute une petite scène avec, qui peut être très sympa, en tout cas, qui te fait passer par cet endroit, et puis de même, qui vont te faire passer par toutes les villes d'Outlands qui sont plus développées que ce dont on avait l'habitude avec la vieille boîte.
Et dans chaque ville des Outlands, tu vas avoir ta petite enquête, ton petit machin à faire. Tout ça est très varié en plus. Et tu auras toujours le contenu de la boîte pour gonfler un peu les choses et les scènes et les sessions de jeu quand tu seras dans chacune de ces villes. Et ils vont finir par t'amener à un endroit, donc que je tais, parce que je pense que c'est la clé du truc, qui est la grosse nouveauté pour moi qu'ils introduisent dans le setting. Et en fait, ils l'introduisent pas dans le livre du maître, ils l'introduisent dans la campagne. Vous allez le découvrir en jeu. Et je le trouve, ça pour le coup, contrairement aux factions de l'Honneur Sigil qui nous présentent, je trouve que l'équilibre est pas bon. Là, pour ce qu'ils te font découvrir, c'est un peu dingue. C'est vraiment un peu dingue. C'est une idée puissante et fertile, je pense, pour jouer dans Planescape. Et c'est très très chouette qu'ils fassent ça. Et c'est vraiment une campagne faite où à la fin, tes persos, tu vas les oublier. J'espère pour toi que non et que ce seront d'excellents souvenirs. Mais je veux dire, tu ne reprendras pas ces persos, a priori, pour continuer à jouer dans Sigil. C'est pas le but. C'est vraiment des persos. Tiens, prends ces trucs-là et avec eux, grâce à eux et par leur vie, leur petite tranche de vie que tu vas vivre en leur compagnie, tu connaîtras bien Planescape et ça va te donner envie de refaire plein d'autres parties dans ce monde-là avec d'autres, en repartant niveau 1. Là, ils partent niveau 3, les persos. Voilà. Ok. Bah, ça va être dur d'en parler plus sans spoiler. Voilà, c'est franchement difficile d'en parler plus sans spoiler. Elle est, je pense aussi, un dernier truc, moi je suis assez sensible à ça. Et je pense que de toute la 5e édition, à part peut-être la campagne de l'Essential Kit, Dragons of Icespire Peak, à part celle-là, je pense que c'est la plus facile à maîtriser de la 5e. Elle est super bien carrée, taillée, il y a pas de grosses difficultés, il n'y a pas de truc qu'il va absolument falloir changer, sinon ça se casse la figure. Chaque scène, c'est limite comme dans l'Essential Kit, double page, boum boum, t'as tout sous les yeux, tu sais ce qu'il faut faire, ok, bon bah voilà. Les rencontres sont bien fichues. Ils ont pensé à la manière dont on va se déplacer dans le setting. Ils ont pensé à pas mal de choses. Ils ont pensé à la raison pour laquelle on allait explorer les choses et ce qui allait nous pousser à passer plus de temps là et plus de temps ici. Enfin bref, moi, je la trouve vraiment techniquement sur la transmission, la facilité qu'elle apporte à un MJ qui va la faire jouer, elle est vraiment au top. Voilà. C'est bien redondant avec le côté kit d'introduction des Ouais. Planescape. C'est une campagne nouvelle génération qui n'est Ouais. pas interdite aux vieux parce qu'il y a des belles surprises. C'est ça. Oh, c'est bien résumé, Benoît. C'est un métier, hein, c'est un métier. Voilà. On développe quelques talents. Ouais, j'arrête de dire des bêtises, je vous laisse le mot de la fin. On va commencer par JB. Je t'en prie. Quelque chose à dire? Voilà, il n'a rien à dire, c'est bien, profitons-en. Pour une fois. Hop. C'est tellement tentant. Benjamin, un petit dernier mot, j'ai bien synthétisé. Ouais, je crois que tu as bien synthétisé. Moi, j'aurais pas pu passer à côté, honnêtement. Et pourtant, je les ai tous, hein, les vieux suppléments, et je les ai tous en édition d'époque, parce que sachez que vous allez pouvoir vous les imprimer en drive-thru, vous prenez les PDF et tout, mais vous allez voir, ils sont un peu moche-fouilles quand même, les PDF, surtout que Planescape, c'était fait en bichromie, une technique d'impression un peu particulière qui ne peut pas être prise par drive-thru, enfin bref. Donc j'avais tout, c'est un monde que j'adore, que j'aime bien, dans lequel j'ai beaucoup joué, j'ai un peu fait jouer, et j'aurais pas pu passer à côté quoi qu'il arrive, et je suis pas déçu, quoi. Je sais pas si on peut dire c'est ce dont j'avais besoin, parce que bon, tu m'en mettais 10 fois plus, j'étais content aussi. Mais avec ça, au moins je peux déjà jouer. J'ai une belle campagne, j'ai de quoi. J'ai un très bon bestiaire. On n'en a pas beaucoup parlé, mais le bestiaire est vraiment chouette. Il y a les PNJ, il y a les monstres qu'on a envie de voir, il y a les factoles, et il y a des manières de tuner tous les monstres pour en faire des monstres spécifiques à tel ou tel plan et à tel ou tel endroit et tout. C'est bien fichu. Voilà, je suis content. Attendez, si vous voulez qu'elle perde 10 ou 20 balles, là, choper-la à 50 balles, franchement, à 50 balles, c'est quand même, ce sera quand même une très bonne affaire, je pense.
Ok. Une très bonne boîte, kit de découverte, d'initiation, et puis même pour les autres, il y a du bon matos pour tuner ces monstres, et puis avec plein de petites graines et de références pour les vieux. C'est ça, c'est pas mal aussi, ça, comme synthèse. Synthétiseur, c'est un métier. Bon, bah du coup, hop, au revoir les gens, Au revoir les gens. je coupe, et puis je vous garde pour moi. Mais ne donne pas des... Non, donne pas des coups de tête dans ma main, j'en ai besoin pour la souris. Ces chiens est ingérable.